le pilier, ou plutôt être un pilier. C'est généralement une personne ou une chose incontournable dans un milieu et qui assure une solidité telle qu'on est par la suite capable de construire de grandes choses avec. Et ce qui a fait la force de Jaguar décennie après décennie, c'est justement de n'avoir composé qu'avec des piliers dans leur domaine respectif. Des gars qui maîtrisaient leur sujet comme on pouvait rarement le constater ailleurs. La Dream Team, tout simplement. Malcolm Sayer, aérodynamicien de génie et qui va dessiner les plus belles Jaguars et même les plus belles autos de l'histoire. William Haynes ou Walter Hassan, des maîtres de l'ingénierie qui vont notamment concevoir des moteurs puissants, mais avant tout les plus iconiques du constructeur. Ou encore Tom Walkinshaw, patron d'écurie et figure emblématique du sport auto, qui va faire revenir Jaguar au sommet de la chaîne alimentaire dans les années 80, début 90. Et au bout du compte, les Jaguars ont cette particularité d'avoir toujours su magnifiquement allier l'élégance à la puissance. Bref, aujourd'hui vous l'aurez compris, on va parler du commencement, du meilleur, mais aussi du pire de l'un des piliers de l'industrie automobile britannique, Jaguar. Déjà, première surprise, il n'était pas prévu de construire de voitures à la base. L'histoire de Jaguar, c'est la rencontre entre deux Williams. Alors nous sommes en 1921 en Angleterre, non pas à Coventry, mais à Blackpool. D'un côté, nous avons William Lyons, jeune passionné de moto, qui du haut de ses 20 ans s'ennuie comme un rat mort dans son job de vendeur de bagnoles. Et de l'autre, nous avons William Walmsley, qui, à bientôt 30 ans, construit ses propres sidecars dans le garage de ses parents. Du moins la partie appelée panier, que l'on fixe par la suite sur les motos. Lyons, qui habitait pas très loin, était complètement fasciné par le travail de Walmsley. Un style unique qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Des carrosseries pentagonales en forme d'obus, entièrement faites d'aluminium poli. Mais il avait surtout compris à quel point les jeunes comme lui étaient attirés par ses créations. Il prend alors contact avec Walmsley pour monter un business, ce dernier accepte et en septembre 1922, ils fondent officiellement leur première société, la Swallow Sidecar Company. Suit alors une spectaculaire période de croissance. En seulement quelques années, l'entreprise va connaître un succès national puis international à tel point qu'ils vont désormais recevoir des commandes pour des carrosseries de voitures. En 1927, ils s'attaquent donc à leur première caisse, une Austin 7. Très vite, leur style très affirmé et leur politique de prix agressive va leur permettre d'étendre leur gamme à d'autres constructeurs. Et pour répondre à la demande, l'entreprise déménage un an plus tard à Coventry, au cœur de l'Angleterre industrielle, là où la main-d'œuvre qualifiée est abondante. En 1931, ils franchissent une nouvelle grande étape puisqu'au London Motor Show de cette année, ils vont présenter leur toute première auto, la SS1. Bon, c'est un peu vite dit car la SS1 reprenait quand même pas mal de pièces, dont le moteur d'un autre constructeur qui s'appelait Standard, mais en même temps, ça leur évitait d'ouvrir une toute nouvelle ligne d'assemblage. Et il faut aussi savoir que cette voiture, eh bien, c'était un veau. Bon, on va pas se mentir, elle était beaucoup plus appréciée pour son style et son prix abordable pour cette catégorie plutôt que pour ses performances. Mais malgré ça, le succès continue d'être au rendez-vous. Car au bout d'un moment, la notoriété de leur voiture devient suffisamment importante pour en faire une structure totalement indépendante. En 1934, ils créent alors une toute nouvelle société, SS Cars. Alors, ouais, là comme ça, sans le contexte, c'est vrai qu'on dirait autre chose. Alors pour des raisons évidentes de mecs un peu vénères en Allemagne, ils vont se renommer en SS Jaguar avant de tout simplement s'appeler Jaguar. D'ailleurs entre temps, Walmsley va se retirer de l'entreprise, il n'avait clairement pas les mêmes ambitions que Lyons, et puis leur relation commençait à devenir conflictuelle. Bon, quoi qu'il en soit, la machine était déjà lancée, Lyons se retrouve donc tout seul aux commandes, avec pour ambition de construire un jour la meilleure voiture de luxe au monde. Allez, maintenant on rentre dans le meilleur et dans le pire de ce qu'a pu produire Jaguar dans son histoire. Comme d'habitude, c'est un classement personnel si on peut parler de classement, donc n'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Allez, c'est parti! Et pour le coup, on reprend quasiment là où on s'est arrêté juste après la guerre avec son meilleur moment. Alors de la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 60, c'est-à-dire à l'instant où ils se sont fait absorber par British Leyland, oui, encore eux, décidément on y revient toujours. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, la vidéo est juste là. Bref, eh bien c'est à cette période que Jaguar va tout simplement écrire les plus belles pages de son histoire. Avec, comme je disais plus tôt en introduction, la formation de cette fameuse Dream Team. Bon, déjà à Lyons, il avait plusieurs casquettes, c'était un passionné évidemment.
Il savait très bien dessiner, mais surtout c'était un fin négociateur et un excellent manager qui a toujours su s'entourer des meilleurs. Quelques années avant la guerre, il avait recruté un certain William, oui encore un, Haynes, au poste de directeur technique et ingénieur en chef. Et très clairement, avec ce monsieur, Jaguar va passer à la vitesse supérieure. Alors déjà, Haynes c'était une tête, c'était un génie. Mais en plus de ça, c'est lui qui va recruter plein d'ingénieurs qui étaient juste des monstres dans leur domaine. Et à partir de là, ça va innover dans tous les sens. Quelques exemples, ça va amener la création du mythique moteur XK, un puissant 6 cylindres en ligne que Jaguar va utiliser pendant près de 45 ans. Les freins à disque développés en collaboration avec Dunlop, exploités pour la première fois de l'histoire en course auto par Jaguar, au cours des 24 heures du Mans notamment. Pareil, en matière d'aéro, ils vont recruter Malcolm Sayer, ingénieur aéronautique à la base qui va entre autres dessiner la Type C, la Type D, par extension la XKSS et bien évidemment la Type E. Ce qui fait que dans quasiment tous les éléments qui composent une bagnole, les suspensions, les freins, l'aéro, le moteur, etc., eh bien on pouvait difficilement trouver plus performant ailleurs. Bilan, sur la route comme sur la piste, les Jaguars faisaient partie des plus belles, mais avant tout des voitures les plus rapides de cette période. Clairement, avec Ferrari, c'est eux qui vont dicter les codes de la performance. Quelques exemples pour vous montrer à quel point Jaguar ça blaguait pas. Dès la fin des années 40 déjà, ils vont mettre une grosse claque à tout le monde avec la XK 120. À sa sortie, c'était tout simplement la voiture de série la plus rapide du monde. Alors il était prévu d'en fabriquer à peu près 200 à la base, ils en ont produit 12 000. C'est énorme. Bien évidemment le summum, les 5 victoires aux 24 heures du Mans, entre 51 et 57, dont 3 victoires consécutives, sans oublier toutes les stars qui seront aperçues au volant de Jaguar, Clark Gable, mais évidemment The King of Cool, Steve McQueen et son inséparable XKSS, avec laquelle il conduisait quasiment systématiquement à fond. Bref, masterclass sur masterclass, Jaguar est maintenant reconnu dans le monde entier pour ses créations qui allient magnifiquement l'élégance à la puissance. Par conséquent, le constructeur devient logiquement l'un des piliers de l'industrie automobile britannique. Et puisqu'on parle de Jaguar, eh bien une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de la meilleure, mais de la plus belle Jaguar. Oui, il va parler de la Type E parce qu'Enzo Ferrari a dit que c'était la plus belle voiture du monde. Et ben justement non, on ne va pas parler de la Type E. Bon, vous l'avez bien compris, chez Jaguar on est plutôt doué avec le style. La Type D, la Type C, la XKSS, la XJ220, etc. Bon, je vais peut-être pas faire tout le catalogue non plus. Et si toutes ces voitures formeraient un album, eh bien celle que je vais vous présenter maintenant ne serait ni plus ni moins que le morceau caché, la XJ13. Il y a 3 phrases qui reviennent systématiquement lorsqu'on parle de cette voiture. La première, il n'existe qu'une seule XJ13 et elle est sous vos yeux. La deuxième, c'est la plus belle de toute l'histoire de Jaguar. Et la troisième, elle devait courir au Mans, mais le rêve ne s'est jamais concrétisé. Alors c'est quoi sa petite histoire? Comme on l'a vu juste avant, les années 50-60, c'est l'âge d'or de Jaguar. Bon, Jaguar remporte plusieurs fois les 24 heures du Mans, et au bout d'un moment, on se dit « Super, on a gagné, mais c'est quoi la suite ?» Et depuis quelques années maintenant, eh bien l'idée de concevoir un V12 revenait de plus en plus souvent sur la table. Et ça tombe bien puisqu'en 1963, Lions décide de racheter Coventry Climax, une entreprise spécialisée dans la fabrication de moteurs industriels et de compètes. Jack Brabham et Jim Clark ont gagné quelques titres en F1 avec ces moteurs dans leur dos. Et avec Climax, Jaguar va retrouver une vieille connaissance, Walter Hassan, et hériter d'un autre gros cerveau, Harry Mundy. Et leur premier brief était le suivant: construire un V12 pour un futur prototype de course. Et de leur génie va sortir un formidable V12 de 5 litres et d'une puissance de 500 chevaux. Une belle bête pour l'époque. Le tout sera monté en position centrale arrière, une première pour Jaguar. Niveau carrosserie, comme d'habitude, on va faire appel à l'excellent Malcolm Sayer qui signe ici sans doute sa plus belle œuvre. On mélange le tout et bim, on obtient la XJ13. À partir de mars 66, il y aura une grosse année de test qui sera effectuée. Et après, plus rien. Le projet est arrêté. Alors pourquoi il a été arrêté? Eh bien il existe pas mal de raisons, mais la principale est que la réglementation du Mans avait pas mal changé. À partir de 68, les protos étaient désormais limités à des cylindrées de 3 litres. Autrement, avec un moteur de 5 litres, il aurait fallu basculer la XJ13 dans la catégorie voiture de sport, mais pour s'y conformer, ça impliquait la production d'au moins 50 exemplaires. Et ça, c'était pas dans les plans de Jaguar, donc on va gentiment la remiser. D'ailleurs, pour info, Ferrari avait même jeté l'éponge à cause de ça. Mais, son histoire ne s'arrête pas là, puisque la XJ13 va connaître un épisode un peu tragique.
Quoique, ça va lui permettre d'écrire sa propre légende aussi. En 71, à l'occasion d'un tournage promotionnel, Jaguar en profite pour la sortir. Et pour conclure le tournage, on demande au pilote Norman Lewis d'effectuer quelques tours rapides. Le truc c'est que ça faisait 4 ans que la voiture était sous une bâche, en hibernation, donc pas révisée, ni préparée pour rouler vite. Et en plein dans un virage rapide à plus de 200, l'un des pneus va éclater. La voiture est directement envoyée dans le champ d'à côté où elle y fera plusieurs tonneaux. Le pilote s'en sort en un seul morceau. Par contre, pour la voiture, bon, faudra un peu plus que du Chatterton, je pense. Bon, heureusement, elle sera reconstruite, bien qu'il existe des petites différences avec l'original. Autrement, tout le travail accompli sur ce fameux V12 ne sera pas jeté à la poubelle, car c'est véritablement celui-ci qui va poser les bases des V12 Jaguar qui seront utilisés par la suite dans les modèles de série. Allez, pour terminer avec cette voiture, sachez que si vous avez mais vraiment beaucoup d'argent, eh bien il existe des répliques de la XJ13. Autrement, vous pouvez également vous tourner vers l'interprétation moderne d'écurie Écosse avec sa LM69. Allez, maintenant on passe au pire de ce qu'a pu produire Jaguar avec sa pire création, la X-Type. À son lancement, la X-Type s'est fait fusiller par la presse auto, notamment britannique. Et aujourd'hui, on va justement essayer de rétablir la vérité. Alors, petite remise en contexte, en 1989, Ford rachète pour près de 2,4 milliards de dollars à l'époque, un Jaguar qui tirait un peu la langue. Les Américains vont investir quelques milliards de plus, histoire de remettre le constructeur au standard de construction de l'époque. Et forcément, arrive le moment où il est temps de faire de la thune, du fric, de la moula, de l'oseille, du blé, du flouze, de l'argent. Et on se dit, tiens, ce serait quand même pas mal, de s'attaquer pour la première fois au segment des berlines d'entrée de gamme. Un segment alors très populaire à l'époque sur lequel Jaguar comptait bien prendre quelques parts de marché au trio classé A4 et série 3. Autrement dit, proposer une Baby Jaguar, la X-Type, ou la X400 si vous souhaitez vous la péter un peu. Et à cet instant, Ford était le meilleur atout de Jaguar, et aussi son plus gros défaut. Car d'un côté, sans l'aide de Ford, difficile de voir Jaguar commercialiser une caisse capable de rivaliser un minimum avec le trio allemand, mais pour faire en sorte de limiter un peu les coûts, et bien cette fameuse X-Type reprendra en partie la plateforme de la Mondeo. Voilà, si t'étais journaliste à l'époque et que tu disais pas au moins 5 fois Mondeo dans ta review de la X-Type, apparemment t'étais viré. Je sais pas, devait y avoir une loi, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Donc premier petit problème, c'est que d'entrée de jeu ça a laissé entendre que la X-Type, eh bien n'était qu'une Mondeo déguisée. Et ses détracteurs se sont fait un plaisir de le répéter sans cesse. Alors qu'en vérité la Mondeo, c'était une référence sur le marché, donc une bonne base pour la X-Type, et en plus ces deux voitures se partageaient à peine 20% des pièces. Et surtout chez la concurrence, c'était pareil en fait. La base de l'Audi A4, vous croyez qu'elle est partagée avec qui? Mais ça encore c'était pas le pire je trouve. La direction s'était fixé des objectifs plutôt ambitieux avec cette voiture, mais la stratégie adoptée pour les atteindre n'était pas forcément des plus pertinentes. Le truc c'est que la X-Type, eh bien c'était la toute première Jaguar du nouveau millénaire, et c'était donc elle qui allait faire le grand saut dans la modernité. Ou presque. L'une de ses missions, justement, c'était de rajeunir l'image du constructeur en séduisant une clientèle plus jeune. En fait, elle devait jouer un rôle de tremplin, donner à cette nouvelle clientèle un avant-goût de ce qu'était capable d'offrir Jaguar avant de s'orienter plus tard vers des modèles de la gamme supérieure. Sauf que le résultat n'était pas vraiment au goût de cette cible. Au niveau du style déjà, elle souffrait des mêmes maux que la Rover 75. Trop traditionnel. Et ça commençait à devenir un problème vraiment grave chez les Britanniques à trop vouloir exploiter leur héritage. C'est vrai, au bout d'un certain temps, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça cachait un manque d'inspiration, l'incapacité de se renouveler, de proposer autre chose. Mais la grosse bourde, c'était encore la suivante. Sur un segment dominé par le diesel en Europe, eh bien Jaguar a fait le choix dans un premier temps de ne proposer que des essences. Les diesels sont arrivés plus tard. Et ouais, même connerie à ce niveau-là que Renault et son Avantime. Enfin, vraiment, c'était pas compliqué à comprendre. Si t'avais pas de diesel sur ce segment, tu n'existais pas. Surtout que le plus petit moteur essence, c'était un V6 2 litres 1 de 155 chevaux. Et vraiment, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui souhaite un moteur avec l'appétit d'un V6 et la puissance d'un 4 cylindres. Mais les gars, vous voulez la vendre ou pas votre bagnole? Bon, la vérité c'est que Jaguar avait un peu le cul entre deux chaises. Car derrière tout ça, c'est vrai qu'il y avait aussi cette volonté de plaire, du moins de ne pas trop froisser les puristes. Parce que c'est vrai qu'avant ça, chez Jaguar, personne ne connaissait le mot diesel. Mais même du côté des puristes, la X-Type n'a pas totalement convaincu. Quel est l'intérêt d'avoir un simple avant-goût lorsqu'on cherche tout ce qui fait le caractère d'une Jag? Et finalement avec la X-Type, eh bien on est un peu sur ce cas typique de vouloir plaire à tout le monde
et finir par ne plaire à personne. Bien évidemment, l'objectif des 100 000 ventes par an n'a jamais été atteint. Finalement, à part des finitions un peu en dessous des allemandes et un design un peu tradi, bon après les goûts et les couleurs voilà, eh bien ça restait globalement une bonne caisse. Et aujourd'hui avec le recul, eh bien on se rend compte qu'elle est même plutôt fiable. Conclusion, une bonne affaire en occasion. Allez, on reste dans cette magnifique période que furent les années 2000 avec sans aucun doute le plus important échec de Ford dans l'exploitation de Jaguar. Le naufrage de Jaguar Racing en Formule 1. Alors, vous l'aurez compris, à cette période, Ford avait le droit de vie et de mort sur Jaguar. Petite remise en contexte. Alors en 97 apparaît Stewart Grand Prix, l'écurie du triple champion du monde britannique Jackie Stewart. Ford, alors fournisseur moteur, va au fil du temps accentuer sa présence au sein de l'écurie, car cette dernière, malgré sa jeunesse, eh bien ne va pas manquer de briller à certaines occasions. Le podium à Monaco en 97, mais surtout la saison 99 avec une victoire et une poignée de podiums ont permis à Stewart de terminer 4ème au constructeur. Donc devant des écuries récemment titrées comme Williams ou Benetton. Et tout ça ont laissé supposer à Ford que finalement, obtenir de bons résultats en Formule 1, eh bien c'était pas si compliqué que ça. Les Américains, alors très voire trop confiants, commencent à dérouler leur plan pour le nouveau millénaire. Histoire de promouvoir sa marque dans le monde entier, ils rachètent Stewart et la rebaptisent Jaguar Racing pour la saison 2000. The cat is back! Ford avait pour ambition ou prétention de remettre Jaguar au sommet du sport auto. Et surtout comme la X-Type à la base, redynamiser la marque en touchant un public plus jeune. Le président de Ford souhaitait créer tout un mouvement autour de ça avec des milliers de nouveaux fans qui formeraient carrément des marées vertes dans les tribunes. Mais évidemment, ils vont se péter les dents bien comme il faut. Le plus gros problème était que l'équipe était davantage dirigée par des analystes financiers et des commerciaux autoritaires plutôt que par des gars qui avaient le goût et l'expérience de la course. Et cette mauvaise gestion se traduisait par deux choses. Déjà le manque de stabilité, pour eux les résultats devaient être immédiats, sinon bah t'es viré mon pote. Donc quel que soit le poste, quasiment tous les ans, les têtes n'arrêtaient pas de changer. Pour les exemples les plus connus, on peut citer Niki Lauda, triple champion du monde qui a tenu 1 an avant de se faire virer de son poste de directeur. Gunther Steiner, idem, il est resté 1 an en tant que directeur technique avant de se faire vider. Fuck. Ouais, ce Gunther Steiner, ouais. Le line-up de pilotes, pareil, ça changeait tous les ans, parfois même en cours de saison. Avec un peu de chance, vous auriez pu piloter pour Jaguar, vous aussi. Avant de vous faire virer, évidemment. Pour le coup, je rigole à moitié. Il y avait des choix de pilotes vraiment étonnants, comme le célèbre Antonio Pizzonia, enfin surtout célèbre pour ça. No way, we're all on. Ouais, joli palmarès, heureusement pour lui que les réseaux sociaux n'étaient pas trop développés à l'époque. Deuxième problème, c'est qu'ils ont préféré faire péter le budget sur le marketing plutôt que sur les ressources techniques. Mais même les opérations marketing étaient un peu foireuses. J'imagine que la plupart d'entre vous se souviennent de cette fameuse histoire de diamant au Grand Prix de Monaco. En gros, pour la promo du film Ocean's 14, ils ont posé sur le nez de la voiture un diamant d'une valeur de 200 à 300 000 $. À Monaco, Là où si tu vas 10 cm trop loin, t'es dans le mur. Ouais, vous voyez quand je vous disais que les mecs au-dessus connaissaient rien au sport auto? Alors chacun possède sa propre théorie apparemment, C'était un vrai, c'était pas un vrai diamant, c'est un commissaire de course qui l'a ramassé. Tout ça pour dire qu'ils sont encore une fois passés pour des clowns. Par manque de résultats, les sponsors ont peu à peu quitté le navire. Ford, voyant un énorme déficit se former, lâchera l'affaire au bout de 5 saisons. Et au cours de cette aventure, l'écurie ne se classera jamais mieux que 7ème au constructeur, avec seulement 2 petits podiums. Bref, Jaguar Racing fut bien la preuve que malgré des pointures et des moyens conséquents, eh bien le succès n'est pas toujours garanti. Bon, je pense que vous l'avez bien compris, ça n'avait de Jaguar que le nom et l'apparence, autrement c'était une écurie Ford déguisée. Étonnant pour un constructeur aussi expérimenté dans le sport auto, qui plus est avec le statut de motoriste le plus titré de la discipline au début du projet. Jaguar s'en va donc par la petite porte et se voit racheter fin 2004 par une petite boîte autrichienne qui s'appelle Red Bull. Et tiens, qui a récemment annoncé un partenariat avec Red Bull? Eh ouais, la boucle est bouclée, j'imagine. Bref, le seul point positif de cette histoire, c'est que les gens se rappellent surtout d'une chose, les Jaguars étaient comme toujours très belles. Bon allez, on passe à quelque chose d'inédit. Alors très souvent dans les commentaires, on me demande quelle est véritablement la caisse que moi je préfère quand je parle d'une marque. Eh bien c'est parti. On va parler de l'un de mes concept cars préférés, toutes marques confondues,
il fait aisément partie de mon top 3. La Jaguar CX75. Bordel, qu'est-ce qu'elle est belle! Et c'est d'ailleurs bien plus qu'un joli coup de crayon. Alors on est en septembre 2010 pendant le mondial de l'auto à Paris, et pour fêter ses 75 ans, Jaguar dévoile un concept car de toute beauté, la CX75. Alors en matière de design, ce proto s'inspire du meilleur de ce qu'a pu produire Jaguar dans son histoire. Il y a des références à la Type D, la XJ13 et bien évidemment la XJ220. Chez Jaguar, on souhaitait également montrer à tout le monde qu'on était encore capable d'innover et qu'il était toujours possible de compter sur eux pour définir les codes de la performance automobile. Niveau motorisation, on avait donc 4 moteurs électriques, un conduisant chaque roue, moteur alimenté par des batteries qui se chargeaient grâce à des turbines, et turbines qui selon Jaguar pouvaient être alimentées par n'importe quel liquide inflammable. Donc essence, diesel, whisky, vodka, gin, saké, enfin j'imagine. Bref, quelques temps plus tard, Jaguar décide de passer à la vitesse supérieure. Avec l'aide de quelques ingénieurs de l'écurie de F1 Williams et la collaboration de Cosworth, il débute alors le développement d'un concept qui se rapproche davantage d'un modèle de série. Changement de philosophie au niveau du moteur, mais on garde l'objectif de créer une voiture technologiquement avancée. Et à l'époque, on pouvait traduire ça par hybridation. Le cahier des charges était donc le suivant: performance d'une Bugatti Veyron, émission de CO2 d'une Prius, autonomie d'une Chevrolet Volt, le tout est évidemment scellé dans la magnifique silhouette du premier prototype. Autrement dit, un défi presque insurmontable pour l'époque. Et pourtant, les gars vont cocher toutes les cases. Bon, les perfs d'une Veyron, peut-être pas, mais allez, je leur accorde. Alors déjà, première surprise, sous le capot, pas de V12, ni de V8, ni de V6, mais un 4 cylindres. Ouais, je sais, un 4 cylindres. Mais pas n'importe lequel. Un bloc dérivé de la Formule 1, un 1,6 litre capable de produire 500 chevaux à 10 000 tours minute, c'est-à-dire 313 chevaux par litre. Comment ils ont fait pour débloquer autant de puissance? Eh bien grâce à un ingénieux système qui utilise à la fois la magie du turbo et du compresseur. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce minuscule bloc était également couplé à des moteurs électriques qui offraient 390 chevaux supplémentaires. Vous mélangez tout ça et vous obtenez une hypercar de presque 900 chevaux. Un 0 à 100 en moins de 4 secondes. Mais si jamais vous souhaitiez préserver les petits poumons de tous ceux qui vous entourent, eh bien vous pouviez rouler une soixantaine de kilomètres en mode tout électrique. Une véritable brute, mais qui était capable de se faire discrète si besoin. Comme un Jaguar finalement. Bref, une hypercar hybride qui aurait pu sortir 1 ou 2 ans avant les modèles qui composent la Sainte Trinité et qui aurait pu largement en faire partie d'ailleurs. Bon, il aurait juste fallu trouver un autre nom. Parce qu'une Trinité c'est 3. Enfin bref, on s'en fout. Et oui, je parle au conditionnel depuis tout à l'heure car malheureusement Jaguar en a décidé autrement. Alors ils avaient initialement prévu d'en produire 250 exemplaires pour commencer, avec un prix avoisinant le million d'euros. Mais étant donné la situation économique mondiale à cette période et de peur qu'elle ne se vende pas, eh bien la CX75 n'entrera jamais en production. Bon, logique un peu discutable quand on sait que les McLaren P1, la Ferrari étaient vendus 1,5 million, quelque chose comme ça. Et puis bon, à mon avis, rien que pour la spéculation, certains se seraient jetés dessus. Et même en termes d'image, en fait, c'est un peu dommage pour Jaguar, car ils étaient de nouveau prêts à concourir au sommet de la chaîne alimentaire, une forme de renaissance. Bref, je crois que j'en voudrais toute ma vie à Jaguar pour ne pas l'avoir sorti, ne serait-ce que pour avoir la chance de la croiser un jour sur la route. Et c'est dommage car on avait là le successeur spirituel de la XJ220. D'ailleurs au passage on attend toujours une héritière. Comme d'habitude, une petite dernière anecdote avant de se quitter. Je vais vous raconter la fois où Tom Walkinshaw s'est fait un petit paquet de blé juste en recyclant un projet abandonné par Jaguar à la fin des années 80. Alors Tom Walkinshaw, c'est une figure emblématique du sport auto. C'est un monsieur qui en tant que manager s'est essayé à quasiment tous les terrains, voitures de tourisme, F1, endurance et j'en passe, et qui a très souvent été couronné de succès. En l'occurrence avec sa propre écurie, TWR, il a permis à Jaguar de gagner 2 fois les 24 heures du Mans, ainsi que 3 titres de l'ancien championnat du monde des voitures de sport. Donc il travaillait étroitement avec Jaguar, mais en plus d'être un sacré bon patron d'écurie, eh bien c'était un sacré businessman, avec plusieurs coups tordus à son actif. Alors au milieu des années 80, Jaguar commence à travailler sur une potentielle héritière pour la XJS. L'équipe de conception produit alors un concept nommé XJ41 et 42 pour sa version cabriolet. Mais le truc c'est que le développement s'éternise un peu, et qu'entre-temps, Ford prend le contrôle de la boîte. À leur arrivée, les Américains passent en revue tous les projets en cours. On leur présente alors la XJ41,
mais ils ne sont pas du tout convaincus par cette dernière, notamment à cause d'un poids gargantuesque qui ruinait toute ambition d'en faire une voiture haute performance. Le projet est donc enterré. Ou presque. Car quelques temps plus tard, Ian Callum, qui bossait en tant que designer chez Ford, est nommé responsable de la conception pour TWR sous la responsabilité de Tom Walkinshaw donc. Et un beau jour, Callum se rend au siège de Jaguar pour justement discuter avec le responsable du design. Et au cours d'une discussion, ce dernier lui montre ce concept mort XJ41. Callum parle de sa visite à Walkinshaw et de ce fameux prototype abandonné. Et là, Tom a une petite idée. Il va demander à Callum de retravailler les lignes de ce qu'il a vu, et dans le même temps, il appelle Jaguar pour leur dire qu'il a quelque chose qui pourrait les intéresser. Il dévoile le concept aux responsables de Jaguar qui vont adorer, sauf que dommage, la voiture n'est pas conforme pour rouler sur le sol américain. C'est trop bête. Et grosso modo, pas de marché américain, pas de voiture. Mais Tom, il perd pas le nord puisqu'il parvient à facturer les frais de conception à Jaguar. Et hop, déjà quelques billets dans la poche. Mais ça ne s'arrête pas là. Car à peu près dans le même temps, il avait signé un contrat pour développer une nouvelle voiture pour Aston Martin. Donc il va gentiment revoir Callum en lui disant « Hey, c'est ce qu'on a présenté la dernière fois à Jaguar. Bah tu reprends ça et tu nous mets un logo et une calandre Aston Martin, ok? Et puis dépêche-toi un peu, hein, je dois payer ma piscine pour ma 3e villa. » Enfin, je crois qu'il a dit un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Et voici grosso modo comment est né le design de l'Aston Martin DB7. Et voilà pour l'histoire de Jaguar. Évidemment, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y a toujours plein de choses à dire, hein. Les commentaires sont là pour ça, pour préciser certaines choses, donc n'hésitez pas. Évidemment, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires automobiles. Allez, ciao!